Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'attends quelques secondes que les autres arrivent. Ravi de vous retrouver ce soir. Ça va être une conférence, une masterclass sur la répétition des blessures, des schémas douloureux dans nos relations pour voir comment on peut sortir de la boucle infernale et poser des bases pour l'expérience de relations conscientes, de relations plus aimantes, plus évolutives, plus libres aussi, plus authentiques. Donc, je me présente, je suis Hilaria, pour qui ne me connaît pas, Hilaria Roubaix, nom et prénom, et j'accompagne dans plusieurs choses, mais on va dire le cœur de mon travail est la relation entre soi et soi à tous les étages. Donc la relation avec notre partie la plus humaine jusqu'à la reconnexion au soi, à notre essence véritable. Clairement, tout ça pour l'amener comme une expérience incarnée et particulièrement au sein de nos relations, parce que je crois vraiment que le potentiel plus intense de joie, de réalisation est dans la relation, dans les relations. Donc, on a particulièrement emphatisé la relation du couple et moi je crois qu'on est vraiment très prêt à amener plus de conscience et plus d'amour et plus de intention d'évolution mutuelle dans toutes nos relations. Et cela passe par l'expérience d'une vraie intimité qui est vraiment le sujet de ce soir. Donc, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe, notre temps ensemble. Je vais reprendre les thèmes qui me semblent les plus récurrents, les plus communs en fait. Parmi les réponses, vos partages, merci encore pour vos partages, merci pour la confiance. Les partages pour ceux qui ont rempli le sondage et vous verrez, on se reconnaît, l'expérience de l'humain, c'est là. Et donc, ça nous touche transversalement un peu tous. Donc, je vais vraiment répondre des passages, clairement en anonyme. Donc, mais on part de là parce qu'on parle du concret, on parle du vécu. Donc, j'aimerais vraiment que la conférence sorte un peu de la philosophie et la théorie et se rapproche de quelque chose de très simple qui est notre vécu d'humain. Et là-dedans, trouver des pistes pour basculer de paradigme, d'expérience finalement, et aller vers ce que le cœur souhaite expérimenter. On est clairement prêt à ça. Ok, donc je ne m'attarde pas trop sur autre chose. Je pense qu'il y en a tous l'envie de rentrer directement dans le sujet. Vous pouvez écrire s'il y a des questions, des commentaires dans la chat. Ça sera à moi à le lire plutôt vers la fin pour être sûr de couvrir tout le reste. Et après, clairement, vous pouvez écrire via mail et on peut prendre un temps supplémentaire pour approfondir d'autres choses et en tout cas lire vos retours, ça me met le cœur en joie et peaufine, cible davantage. Ok, donc on part avec une question majeure et vous verrez qu'on s'y retrouve à peu près tous. Une personne m'écrivait parmi les questions, donc il y avait c'est quelle la difficulté majeure que tu rencontres dans tes relations actuellement. Donc personne ne répondait une difficulté à trouver un partenaire qui soit prêt à m'accepter et à m'aimer tel que je suis, comme je suis, qui veuille s'engager dans une relation profonde. Difficulté à faire l'expérience de la profondeur dans le lien et à être et me montrer tel que je suis avec mes vulnérabilités, mes failles et défauts sans avoir peur de faire fuir l'autre. Alors ça, je pense qu'on touche presque à l'universel. Donc la peur, en fait, que l'autre s'en aille s'il découvre qu'ils ne sont pas cet être fait que de
paillettes et qui est de légèreté, très commun. Et je commence par dire que de mon point de vue, ce n'est pas autant la peur que l'autre fuit si on se donne la permission d'être juste des humains, mais c'est l'identification avec la peur, le problème, la vraie question. C'est-à-dire le fait d'être collé à cette peur et d'avoir perdu quoi qu'il soit d'espace à l'intérieur de nous, autre que cette peur. Et en fait, quand on est collé à la peur que l'autre, il va pas me prendre comme je suis, on met en route les stratégies qu'on a développées dès la toute petite enfance. Et ces stratégies, oui, sabotent la relation. Donc, ce n'est pas la peur, le souci, et l'identification avec la peur. Donc, quand je parle de peur de perdre l'autre, et on le verra, ça peut prendre beaucoup de formes. La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, etc., etc. Cette peur-là est une peur de la partie que moi, ce soir, je nomme l'enfant blessé en nous, on peut l'appeler autrement, la partie la plus sensible, la plus humaine à l'intérieur de nous. Et cette partie existe dans tout être humain. On fait un grand travail pour la mettre sous le tapis, pour la cacher à tout le monde à partir de nous-mêmes. Mais en fait, cette partie n'est moindrement, elle, l'empêchement à l'intimité, ni à l'expérience d'un lien sain. Et notre relation à cette partie qui peut devenir un empêchement à l'intimité et à une relation plus consciente. Donc, est l'identification avec cette partie. Alors, l'identification avec cette partie est extrêmement récurrente. Même quand nous sommes dans le déni de notre ressenti dans le moment que ça se passe. Parce que le déni est déjà une stratégie que cette partie a développée pour traverser l'expérience du manque d'amour, qui à nouveau est universel, c'est-à-dire nous avons tous fait l'expérience de ça, et inscrit dans l'incarnation de faire l'expérience de ça. Après, chacun de nous le vit dans un contexte avec des traits qui sont spécifiques. Et cette spécificité devient super importante dans un moment où on fait des raccourcis théoriques en espérant qu'avoir compris des choses nous soit suffisant à un changement d'expérience. Donc, moi, je pense qui est là ce soir et parmi les personnes qui je rencontre dans cet univers du développement spirituel ou personnel, la compréhension, c'est pas ce qui nous manque actuellement. On a lu, on entend des centaines de vidéos sur ces choses. Donc, à peu près, on a compris qu'on a en partie blessé. On a compris peut-être la dénomination de notre blessure à nous, l'abandon, le rejet, etc. Mais on n'est pas relié en termes de ressenti à cette vécu. C'est-à-dire, cette partie n'a pas été réintégrée. La compréhension n'est pas la réintégration. Et réintégrer cette partie, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tisser une relation avec. Donc, ça demande un certain degré de courage, une envie de faire ça, et généralement la motivation pour faire ça est la souffrance. C'est-à-dire qu'on en a vécu une boucle de maintes et maintes fois, où à peu près le même scénario douloureux se répète, ben ça peut devenir une motivation puissante en fait pour élargir l'expérience de la relation entre soi et soi, parce que c'est là le socle de la relation à l'autre, aux autres, au monde, à l'extérieur. En fait, la relation au monde ou à l'autre est une extension de la relation qu'on vit à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la relation entre nous et nous. Alors,
nous et nous paraît deux. Hein? Non, nous ne sommes pas deux, nous sommes beaucoup plus que deux. Et toute cette multitude de parties à l'intérieur de nous est ce qui compose cet être vaste que nous sommes, qui a plusieurs étages, donc beaucoup de couleurs dans son humanité, jusqu'à à la, euh, au soi. Donc, il y a quelque chose qui devient beaucoup moins charnel, beaucoup moins quotidiennement expérientiel aussi, mais que c'est toujours nous. Donc, avoir une relation avec la partie blessée en nous est quelque chose qui a besoin de commencer à s'inscrire dans notre expérience de vie. Donc, doit sortir aussi, d'être confiné dans des espaces un peu comme des boules, quelqu'un d'ailleurs nommait ça très juste, des boules hors de la réalité, stage, les séances thérapeutiques, etc., a besoin de déborder, j'ai envie de dire, dans notre expérience de vie concrète et quotidienne. C'est là est la clé de la désidentification. Donc, on a cru qu'il fallait dépasser cette partie, la blessure, la partie blessée, la partie en manque, la partie qui a peur, effrayée, qui s'attache ou alors qui fuit, qui blâme, qui attaque, alors que se tait, qui se fige, qui n'arrive à rien dire. On a cru qu'il fallait la dépasser, voire la supprimer, la éradiquer, etc. Ou alors, à un certain point, on a basculé vers une idée qu'il fallait plutôt la transformer. Alors, c'est quel le problème là-dedans? Souvent, on a une envie de transformer notre partie blessée qui s'active si facilement dans nos relations, et plus sont intimes, et plus l'enjeu est fort, et du coup, plus elle s'active. On peut avoir eu envie de la transformer avec une croyance à la base qu'avec cette partie en nous, on n'est pas encore à la hauteur, on n'est pas encore donc prêt à vivre ce qu'on désire vivre en termes de relation. Comment dire? J'ai cette partie à l'intérieur de moi, elle est encore en souffrance, du coup, je ne suis pas encore prêt à être aimé, être aimant. Et donc, si ça est l'énergie qui pousse le travail de transformation, une intention de transformation, en fait, on va à renforcer la croyance au cœur de cette blessure qui est je ne suis pas assez. Je n'y suis pas encore là où je devrais être. Et ça, ce n'est pas vrai. Cette partie, elle n'est pas l'empêchement à vivre des relations conscientes. Je répète, cette partie n'est pas l'empêchement à faire l'expérience de ce que le cœur souhaite vivre. Même le contraire, j'ai envie de dire, est vrai. Elle est la clé de l'inconditionnalité de la résilience, du lien dont on peut faire l'expérience. Il faut juste lui donner sa juste place. Donc, il ne faut pas la changer. Il faut juste la placer à l'endroit qui lui est propre, qui est d'être une partie à l'intérieur de nous. La partie d'ailleurs qui nous donne la clé pour pouvoir accueillir un autre tel qu'il est. Et alors, je m'imagine que ce désir que cette personne exprime, qu'en gros est ça, j'aimerais être aimé tel que je suis. C'est aussi quelque chose qui inévitablement on comprend, on aurait envie d'étendre à l'autre, d'offrir à un autre. Donc, donner à cette partie sa juste place pour qu'elle ne soit pas une théorie inatteignable, a besoin de devenir une expérience dans la chair. Donc, concrètement, quand le comportement de
mon compagnon, mon ami, ma mère, active cette sensibilité un peu dense à l'intérieur de moi. La densité est un signe qu'on a été touché dans notre blessure. Au lieu de essayer de changer l'extérieur de sorte à que je me sens mieux, au lieu de me séparer de l'expérience émotionnelle inconfortable, là, j'ai besoin d'apprendre à me relier à cette partie qui en ce moment est en train d'être activée. C'est réveillé, disons. C'est le moment du rendez-vous entre nous et nous. Et alors, la relation, on peut être certain, il va nous offrir énormément d'occasions de faire ça. Et ça, c'est d'apprendre à vivre l'inconfort de la relation comme une opportunité de réintégration, de reliance aimante entre la partie de l'adulte que je suis, qui a acquis beaucoup de sagesse depuis l'époque de la blessure, et donc qui a aussi beaucoup de ressources, entre cette partie et la partie la plus petite, celle qui a les signes d'un vécu. Donc, se relier, ça veut dire que le comportement de l'autre touche à cette vulnérabilité. Je vois que je commence à me sentir insécurisé, que je commence à me sentir honteux, effrayé, terrifié, les différents, ou alors envahi, englouti, avec une grande envie de fuir. Quoi que soit la nuance qui se présente, là, je trouve un espace-temps privé pour aller à la rencontre de cette partie. Aller à la rencontre, pour moi, ça fonctionne très bien, le silence. Pour quelqu'un d'autre, et l'écriture. Mais si c'est l'écriture, c'est d'écrire à partir de cette partie. C'est-à-dire un espace-temps où je veux apprendre à connaître cette partie en moi. Et donc, elle a besoin de s'exprimer et moi, d'écouter. C'est vraiment en relation. Donc, si je la laisse écrire, je la laisse écrire sans filtre. Je laisse exprimer comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle est en train de penser de la situation, de l'autre, de soi-même, de ce qui va arriver, de qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive. OK? Je la laisse exprimer sans filtre. À moi, je tourne à dire, suffit le silence. Et pour quelqu'un d'autre, non, est nécessaire, chacun a vraiment sa porte d'entrée pour ça, de verbaliser par des mots, par l'écriture, ça va. L'important est qu'il s'exprime suffisamment à que nous commençons à connaître cette partie, son discours, son émotion. Et cette phase-là, clairement, j'ai besoin de suspendre pour un moment mon jugement. Parce que si je suis très attachée à être le sage, le spirituellement mature, vous verrez, je vais interrompre cette communication. Je vais essayer de rendre plus sage le discours. Je vais me juger en gros. Et cet jugement qu'on rencontre à l'extérieur, quand l'autre n'arrive pas en fait à être présent à notre vulnérabilité, ça n'est qu'une extension de notre propre indisponibilité à nous mettre en écoute non jugeant de cette partie. L'autre nous renvoie à la réaction à nous. Donc, premier passage, apprendre à éveiller une sorte de curiosité pour cette partie. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand je suis collée à cette partie, quand je suis emportée par cette partie, qu'est-ce que j'ai la tendance à faire? Moi, par exemple, je sais que quand je suis touchée dans ma blessure, paradoxalement, je me rends ultra disponible à l'autre. Je deviens très très gentille, très très compréhensive, très très disponible, très très souple, etc. C'est ce que ma petite a dû apprendre
à faire dans les moments où elle a souffert. Ça, c'est sa stratégie. Je la remets en œuvre dans mes relations et je crois que c'est ma façon d'être. Non, c'est la stratégie d'une partie de moi, cet enfant qui existe encore à l'intérieur de moi et qui réapplique ce qu'il a appris parce qu'à l'époque a très bien marché. Était la stratégie qu'il a trouvée pour faire avec. Aujourd'hui, cette stratégie me dessert. Dessert moi parce que je ne me relie pas à moi, dessert le lien. Donc, apprendre à identifier, pas dans ce contexte, ça demanderait plus de spécificité, mais apprendre à identifier quelle est votre stratégie. Quand vous êtes au cœur de votre blessure, qu'est-ce que vous avez appris à faire à l'époque et que vous faites encore en pensant que c'est votre façon naturelle d'agir alors que ça ne l'est pas. Et identifier cette stratégie, rien que pouvoir la voir, vous permet de prendre une distance. Et c'est vraiment tout ce qu'on cherche par rapport à cette partie, nous désidentifier. Pour nous désidentifier, j'ai besoin de connaître. Il n'y a pas d'autre chemin. OK? Donc, prendre ce temps entre vous et vous, quand vous êtes activé dans la sensibilité, demande de le vouloir. Parce qu'on est emporté par une force gravitationnelle qui remet en route ce qu'on a appris à faire. Pour quelqu'un, c'est l'attaque. Donc, on commence à attaquer l'autre et essayer de gagner une guerre qui n'a pas de gagnant. Parce que ça donne un semblant de soulagement, mais en réalité, il nous tient exactement au même endroit où nous sommes. Okay? Donc, cela, ça veut dire respirer un moment quand nous sommes déclenchés et percuter qu'il s'agit d'une invitation à nous relier à nous-mêmes, à aller à connaître la partie en souffrance, puisque cette partie nous cherche, nous. Donc, ce qui écrivait cette personne, j'ai peur que l'autre fuit s'il découvre, en fait, ma blessure, la partie en moi qui ne brille pas, ça n'est que le reflet de notre propre rejet vis-à-vis de cette partie. Ok? On le désamorce en faisant le contraire de rejet. Donc, l'accueil et la reliance. Puis, quelqu'un d'autre écrivait à ma question, si tu avais une baguette magique, donc qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans tes relations? C'est une autre réponse assez universelle pour nous tous. M'aimer assez en étant moi-même. Ne pas avoir besoin d'un homme qui m'aime à tout prix. Donc, vous changez homme avec femme, ne pas dépendre quelque part de l'amour de quelqu'un à l'extérieur de moi pour faire l'expérience de l'amour. Alors, là, je touche cette question de l'amour de soi, parce que ça aussi risque d'être un de ces concepts qui nous échappe tout le temps comme une savonnette. Et pareil, le privilège de quelques élus qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cet amour de soi au quotidien. Donc, j'y vais à y arriver parce qu'il a besoin de se fluidifier, en fait, a besoin d'être quelque chose dont je fais l'expérience dans mon quotidien demain, et pas à nouveau un concept que j'ai compris mais que je ne sens pas. Donc, l'amour est vaste comme mot. Amour est protection, validation, tendresse, encouragement, voilà, plein de choses différentes. Donc, moi, je vous invite, pendant que vous m'écoutez, à vous demander comment vous aimeriez qu'on vous aime. Précisément, donc, quel visage de l'amour, quelle dimension de l'amour vous aimeriez qu'il vous soit offerte.
Alors pour cela, ça peut vous aider de vous demander qu'est-ce que vous ressentez davantage manquer. Parce que généralement, voilà, l'expérience du contraire est plus évidente et ça nous aide donc à clarifier. Pour moi, par exemple, je sais que la présence est quelque chose de hyper important. C'est une des dimensions de l'amour. Donc, sentir qu'un autre est présent dans ma vie et qui est disponible à être avec moi, être en présence, donc, avec moi, le plus inconditionnellement possible. Donc, moi, j'ai besoin de sentir que l'autre a envie d'être avec moi, même même si je me sens triste, même si je traverse une peur, même si je me sens insécurisée. Okay? Donc, pour moi, ça est quelque chose d'extrêmement important. Alors, clairement, ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui est souvent ce qui nous a manqué le plus. Hein? On comprend facilement. Donc, repérez pour vous quelle est l'expérience de l'amour que vous aimeriez le plus faire, vivre. Et moi, j'aimerais que vous vous demandiez là, maintenant, comment vous pourrez vous offrir davantage ça dans votre quotidien. Donc, je vous reprends mon exemple de la présence. J'ai cherché partout quelqu'un qui était dans cette envie d'être présent, voilà, avec moi souvent, voire tout le temps, avec un certain fantasme de fusion. Moi-même, avec moi, je n'étais pas très disponible à la présence. J'étais plus facilement disponible à la présence avec l'autre qu'avec moi. Donc, l'évidence, si s'ouvrait face à moi un temps de solitude, j'avais du mal avec ça. Je n'étais pas disponible à cette présence et j'étais très conditionnelle dans l'envie d'être avec moi. C'est-à-dire, je veux bien être avec moi quand je suis sereine, voire joyeuse, enthousiaste, à mon top, confiante, etc. Certainement, je vais chercher partout des amis disponibles quand je suis dans mon down. Donc, en fait, ce que je demandais à l'autre, sa disponibilité plus inconditionnelle possible et sa présence. Moi, je n'étais pas du tout disponible à le donner à moi. OK? Donc, commencez à voir ce qui vous paraît vous manquer de la part de l'autre et qui est important pour vous de recevoir et commencez juste à lancer la question dans l'univers de vous éclairer par rapport à comment vous pourrez vous offrir ça vous-même. OK? Commencez par là. L'extérieur suit. Autre sujet récurrent est la difficulté à communiquer. Alors, déjà, clairement que communiquer demande à être disponible à que ce qui est en train de me traverser soit vu. Et déjà ça, c'est pas du tout évident souvent. Donc, pour que je me rende disponible à être vue, un peu de cet jugement de ce qui me traverse, il faut qu'il soit assoupli. Commencez par voir ce que vous voudrez absolument pas que les autres voient de vous. Donc, par exemple, vous pouvez vous demander si demain, tout le monde marchait avec des lunettes infrarouges qui magiquement rendaient visible
tout de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous serez fort, mal à l'aise qu'il soit vu. Ça est une limite actuelle posée à votre disponibilité à l'intimité. L'intimité signifie se voir mutuellement dans notre vérité. Donc parfois, on est convaincu de vouloir à tout prix quelqu'un à côté, très très proche, qui soit très très intime, mais on n'est pas en fait disponible à l'intimité parce qu'on ne veut surtout pas qu'on voit des parties de notre paysage intérieur. Pourquoi on ne veut pas qu'on les voit? Parce qu'on ne s'imagine pas qu'ils puissent être acceptés, accueillir, voir et aimer. Ok? Donc, communiquer, on disait, moi je commence par dire, pour moi, qu'est-ce que ça n'est pas une communication authentique? À part l'évidence, hein, c'est-à-dire dire que je me sens joyeux alors que je me sens triste. Bon, là, on se rejoint facilement, pas de doute, là, on ne parle pas de communication authentique. On pousse le curseur un peu plus loin. Pour moi, communiquer authentiquement, qui est un trait des relations conscientes qui me paraît être un souhait commun, ça n'est pas communiquer à partir de notre partie blessée. Et ça, c'est un malentendu pas mal courant, je trouve, en ce moment, dans l'univers du développement spirituel et personnel. C'est-à-dire, tout balancer à l'autre de ce que je ressens, n'importe de quel espace intérieur je suis en train de communiquer, ce n'est pas de la conscience dans le lien. Souvent, la demande camouflée là-dedans est « Prends s'il te plaît en charge ma blessure ». Et ça, ce n'est pas question de forme, je le souligne, parce que moi, la première, a pris la forme de communication correcte, communication bienveillante de toutes sortes. Bon, je me disais, ok, je m'exprime bien, je dis ce que je ressens, j'ai dit ce dont j'ai besoin, ça devrait suffire. Ça, c'est de la communication authentique. Alors, c'est subtil, mais ce n'est pas autant question de forme. Certes, que la forme, ça aide. Insulter un autre nous mène au nous compare. Attaquer un autre nous mène au nous compare. Cependant, communiquer, même avec une forme correcte, à partir de notre enfant blessé, est une forme de déresponsabilisation. Est une attente qui malheureusement, j'aimerais bien, mais malheureusement, inévitablement est vouée à être déçue, est une attente que l'autre soit l'élément réparateur de cette souffrance que je ressens. À nouveau, c'est subtil, mais pour moi, le passage obligé pour sortir de là est de découvrir expérientiellement, donc de faire l'expérience du fait que l'élément réparateur de ce petit, c'est moi. C'est le grand moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'élément réparateur? La ressource qui offre à ce petit la forme d'amour qui lui a manqué. C'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que notre petit blessé, la partie blessée à l'intérieur de nous, cherche la sécurité affective. Cherche à ressentir que, enfin, il a trouvé un lien qui est stable, qui est assuré,
qui pourrait ne jamais se casser. Et ça, on ne peut pas le déposer in aucune autre part qu'en nous. Parce que même la personne qui nous aime le plus au monde, et je suis bien placée pour savoir, j'ai perdu mes 2 parents dans un laps de temps très court il y a quelques années. Même la personne qui nous aime le plus au monde pourrait disparaître comme ça, d'un moment à l'autre. Ça peut nous plaire ou pas plaire, on peut argumenter avec la création et ses lois jusqu'à la nuit des temps, c'est comme ça. On est d'accord, je crois. On a les évidences sous les yeux. Par contre, ce qu'on peut savoir est que nous, avec nous, dans le bien et dans le mal, on va rester jusqu'à la fin du voyage de cette incarnation. Et pour moi, dans ma vision des choses, au-delà. Donc, le seul endroit où nous pouvons faire l'expérience de cette socle stable et sécurisant, c'est dans la relation avec nous. À partir de là, on peut vivre une intimité extrêmement profonde sans avoir besoin d'assurance pour demain. Parce que l'assurance pour demain ne peut qu'être un mensonge, ne peut qu'être ça. Par contre, on peut être présent là, dans l'instant, et là, on peut y être avec tout de nous-mêmes. Et on va se sentir suffisamment en sécurité pour le faire à la mesure que cette relation entre soi et soi est familière, expérimentée, intégrée. Ok. Donc, si une amie a un comportement, dans ma perception des choses, qui me fait sentir abandonnée, et je ne prends pas le temps, moi, d'aller à rencontrer la partie qui se sent abandonnée, sans la juger, laisser circuler son émotion, me mettre en écoute de sa perception, la valider, la comprendre. Parce que moi, je connais tout de mon histoire. Donc, qui peut comprendre notre partie blessée mieux que nous? Et si nous ne la comprenons pas, si nous la jugeons, de quel droit on s'attend qu'un autre fasse autrement? Pas possible. C'est juste pas cohérent avec les lois de comment ils fonctionnent ici. Voilà, cette relation entre soi et ça, et soi, personne ne nous l'a apprise, donc beaucoup de patience et beaucoup de fierté aussi, parce que nous sommes la première, je pense, génération sur la planète à s'ouvrir à cette possibilité. Nous sommes le tournant et nous sommes l'alchimie en route et pas toute l'humanité. Donc, posez déjà cette base de fierté. Quelque chose nous a amené à avoir une discussion comme celle-ci ce soir et je soupçonne qu'elle n'ait pas été que du simple. Soyez juste fiers, avec l'humilité donc, d'apprendre quelque chose que personne ne nous a pu apprendre et que nous sommes même les pionniers dans l'humanité à apprendre. Ok, alors tout ça, ça demande du temps, cette relation demande du temps. Et je ne sais pas vous, mais si je suis sincère avec vous et j'ai envie de l'être, c'est un des visages de l'amour qui me tient le plus à cœur, authenticité et sincérité. Très souvent encore, je me dis, oh là là, ça prend du temps, tout ça, ça prend du temps. J'ai pas le temps de m'asseoir avec moi, de prendre le temps de laisser cette partie écrire, de la prendre, de la entourer de ma présence aimante, de la valider, de me mettre, j'ai pas le temps.
J'ai beaucoup d'autres choses importantes. Cependant, toujours si je suis sincère avec vous, je sais que parmi mes besoins affectifs, moi j'ai besoin de me sentir important dans mes relations. J'ai besoin de sentir que ma présence compte. J'ai besoin de sentir que le lien avec moi, c'est parmi les priorités. Donc vous voyez, ça revient toujours au même truc. Si moi j'ai pas le temps, je vais faire l'expérience de ça à l'extérieur. Si moi je ne suis pas en priorité, si cet lien avec la partie qui a manqué, du coup, est celle qu'on a le plus besoin de remplir d'amour. Si moi, je n'ai pas le temps pour elle, comme je peux faire l'expérience d'être priorité, que le lien avec moi soit prioritaire, si moi je ne m'accorde pas, soit ça à l'intérieur. Voilà. Donc, observez juste combien est prioritaire le lien avec vous, sans jugement toujours. C'est tout nouveau, tout ça. Et donc, quand je prends le temps de me relier à cette partie, après la communication avec l'autre peut être transparent, peut être vrai, peut être authentique, mais n'a plus toute cette charge d'attente à que l'autre m'aime à l'endroit où moi-même j'arrive pas à m'aimer. Et vous voyez, quand on arrive à la communication avec l'autre, avec cet enjeu-là, cette demande, même sous-jacent, même pas explicite, rarement on l'a explicite, l'autre le sent et c'est hyper lourd. C'est hyper lourd parce qu'il soupçonne, et c'est vrai, que je vais à lui en vouloir en fait. Si il n'arrive pas à faire juste l'impossible, être lui, l'élément réparateur de ma blessure d'hier. Ça, laissez-moi généraliser un moment, et je sais que toute généralisation est une réduction, mais je pense que ça peut quand même éclairer sur des choses, parce que je remarque dans ces 8 ans d'accompagnement passionné que souvent les femmes ont cette demande. Les hommes, ils l'ont toujours, parce que quand on n'a pas trouvé le lien entre le soi et soi, inévitablement, on arrive à la relation avec cette demande, mais ça s'exprime autrement. Mais les femmes, souvent, moi la première en tout cas, je veux parler de moi, on arrive avec cette demande d'impossible à l'homme, aux hommes, de être, voilà, cette chevalier qui me sauve de ma souffrance pas guérie d'hier. Et donc, je me dis, ok, j'arrive et j'expose ma vulnérabilité avec cette demande de soit du coup tout ce que mes parents n'ont pas été. Et dans mon expérience, souvent, les hommes, ils tentent l'aventure jusqu'à découvrir qu'ils sont impuissants à cet endroit. Et du coup, l'impuissance est tellement douloureuse pour les hommes, tellement, du coup, est souvent un désir de voir la personne qu'on aime heureuse, que du coup, ça peut déclencher un mécanisme de fuite et d'évitement de l'intimité, parce qu'on sait en fait qu'on va être englouti par une demande à laquelle on ne peut pas répondre. Donc, c'est hyper important qu'on puisse reconnaître que toujours en suivant un moment ce chemin de la demande de réparation impossible et la fuite du lien, qui fuit la douleur de ne pas être à la hauteur d'une demande qui ne sait même pas être inatteignable. Et ça, c'est souvent la blessure de son enfance.
c'est-à-dire avoir tenté de guérir, sauver, s'occuper de un parent avec une blessure demandante de réparation à l'extérieur de façon plus ou moins explicite, en tout cas à fleur de peau. Donc, qui fuit la répétition de ça, cette demande impossible qui devient souvent après du ressentiment, de la blâme, de la critique, de la méprise, etc., etc., du chantage. Et de l'autre côté, qui cherche dans le lien cet parent qui me sauve de ma souffrance, elle est quelqu'un qui reproduit cette souffrance de se percevoir à la merci de l'autre, dépendant de l'autre, et qui donc apprend toute une série de camouflages, on va dire, pour s'assurer que l'autre ne part pas. Donc, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Un autre sujet récurrent, le mérite. Cet sentiment que je ne mérite pas l'amour. Au sein du lien, de la relation, ça devient souvent cet sentiment de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez pour. Okay. La question du mérite est clairement, elle aussi, surgit dans notre enfance. En gros, traduit, c'est « je suis aimable quand », 3 petits points, « je suis aimable si », 3 petits points. OK? Donc, le mérite est cette condition à l'amour. Donc, je dois mériter l'amour. Donc, je dois essayer d'atteindre cette condition pour devenir quelqu'un d'aimable. Ça surgit dans l'enfance parce que l'enfant personnalise l'expérience de l'intermittence de la validation de son entourage. Donc, maman, à un moment, me dit « qu'est-ce que tu es mignonne, je t'aime beaucoup », à un moment, pas du tout. Et du coup, cette on et off, cette intermittence, l'enfant l'interprète comme ok, donc quand je suis ça, maman m'aime, ça veut dire ça c'est bien, ça mérite, alors que quand je suis ça, on m'aime pas, ça ne mérite pas. Donc c'est là qu'on commence à devenir conditionnel. Donc ça, il faut le supprimer, ça, il faut au contraire le développer beaucoup parce que je vois bien que c'est gagnant. Donc, nous avons introjeté aujourd'hui ça, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui une relation à nous-mêmes de conditionnalité. Donc, je sens que je mérite, je crois que je mérite quand je suis ça, ça et ça et ça, et je ne mérite pas quand je suis ça et ça et ça et ça. OK? Clairement, l'extérieur va suivre. Donc, il va nous faire de miroir de cette notion de mérite qu'on a placée envers nous-mêmes. OK? Nous avons supprimé des dimensions en nous et selon le vécu à nouveau spécifique de chacun de nous, on a supprimé certains traits, certaines façons d'être et de découvrir quoi moi spécifiquement j'ai supprimé, quoi j'ai cru ne mérite pas de, n'est pas aimable, quel aspect de moi-même, quelle qualité d'être, quelle émotion clairement, quel comportement, quelle expression de moi. Et sont nombreuses, mais les identifier est super important parce que le chemin de la guérison est un chemin de réintégration. On a besoin de réintégrer ce qu'on a réprimé, voire supprimé. Ça passe par là l'inconditionnalité de la relation à nous-mêmes et l'inconditionnalité de l'amour de l'autre, du monde, suit. Okay? Petite parenthèse, par rapport à cette inconditionnalité, je ne veux pas dire par là que tout le monde va nous aimer. Ça n'existe pas. Le deuil de l'unanimité est hyper important.
Ça n'existe pas que tout le monde nous aime et on n'a pas besoin de ça. Il y aura toujours des gens qui nous apprécient, des gens qui ne nous apprécient pas, des gens qui sont indifférents et c'est complètement OK. On n'a pas besoin que tout le monde nous aime, on a besoin de faire l'expérience de certains liens intimes au sein duquel, par contre, on peut être tout ce que nous sommes. Et c'est progressif. Dans la mesure qu'on se redonne la permission, on réintègre des bouts de nous desquels on s'est dissocié et le plus, donc progressivement, cette intimité devient de plus en plus vaste, de plus en plus profonde. Donc là, pour répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit, j'ai du mal à trouver des gens qui veulent vraiment des relations profondes. Mais combien nous sommes disponibles à cette profondeur envers nous-mêmes? Combien encore nous sommes dans la conditionnalité envers nous-mêmes? Parce que là dehors, on ne va pas le trouver si on ne le trouve pas à l'intérieur de nous. Important. Et pour répondre aussi, autre thème récurrent, je pense que ça vous parlera. Beaucoup de personnes m'ont partagé, j'ai eu du mal à trouver des gens qui s'engagent. Alors, grande question. Qu'est-ce qu'on entend pour engagement? Alors, nos parents, je ne sais pas les vôtres, peut-être pour vous c'est les grands-parents, mais mes parents, sans doute, la génération avant, concevaient l'engagement comme quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'il se développait dans le temps. Engagement égale durée. À nouveau, ça c'est une illusion. Si chercher ou s'attendre à trouver quelqu'un qui nous assure la durée sur le temps, ce n'est pas de l'engagement, ça c'est de la peur. Si quelqu'un peut nous dire, si vous pouvez dire à un autre, je t'assure que demain, quoi qu'il arrive, je serai avec toi, vous êtes en train d'agir porté par la peur. Peut-être que tout de vous-même, votre cœur, vos sens, vos tripes, votre soi, aura envie, choisira d'être avec cette personne demain et peut-être pas. Et il faut être complètement OK avec ça. Même s'il y aura toujours une partie qui a peur de ça, hein, c'est normal. Mais intégrer le fait que l'engagement, ce n'est pas à l'autre. L'engagement est à soi. L'engagement est à la vérité. Et là, je mets un grand V. Si mon cœur me dit, là où je veux être est tourner à droite, même si on avait prévu de tourner à gauche, même si on avait promis de rester avec, même si mon cœur, pour moi, le cœur est le siège des lames, c'est par là que me parle mon soi. Si la vérité de mon être me dit de tourner à gauche et que je reste à droite et que je reste parce que je l'ai promis, là je suis dans la trahison de moi. Et je suis dans la peur. Donc, dans mon point de vue, à un moment ou à l'autre, je ferai l'expérience aussi à l'extérieur de ça. Trahison. Mais de fait, pour moi, l'engagement, le seul qui a eu du sens, est l'engagement à soi. Grand S. Et cet engagement me parle à travers le cœur. Parle le langage de l'amour et non de la peur. Mais l'amour nous a inculqué depuis la nuit des temps qu'à voir avec le sacrifice. Mais ça n'a rien à voir avec le sacrifice. L'amour est liberté. Donc, pour moi, l'engagement, être quelqu'un d'engagé dans la relation, ça regarde aujourd'hui. Ça veut dire, mon cœur, aujourd'hui, veut être là. Et du coup, je suis. Et par contre, je m'engage à y être vraiment. À y être au mieux que je peux. À être présent, à être authentique, c'est-à-dire, c'est OK de voir la vérité de tous les étages qui me traversent. Je vais permettre ta vérité au mieux que je peux de tous les étages que tu traverses.
et je vais être responsable au mieux que je peux de mon expérience, qui ne veut pas dire que je ne dépends pas, que je suis indépendant par rapport à tous et toutes, mais je ne mettrai pas dans tes mains la réparation des parties qui ont manqué d'amour et qui se réactualisent. Je sais être la présence aimante à ces parties et automatiquement, si je suis la présence aimante à ces parties commencent à recevoir l'amour qui a manqué. L'amour, c'est une expérience, c'est pas un concept. Ok? Ça, pour moi, est l'engagement. Et alors, pour trouver quelqu'un qui s'engage à ce niveau-là, il faut que je le sois, moi. Ok? Voilà, donc je touche la dernière récurrence. Quelqu'un m'a partagé le sentiment récurrent de rejet dans les relations. J'ai l'impression d'être rejetée très souvent. J'ai l'impression de déranger souvent et d'être sans intérêt. J'interprète tout en ce sens-là. Déjà, je trouve cool que la personne, elle dise j'interprète. Déjà, ça parle d'une certaine distance entre nous et le filtre. J'interprète comme un rejet. Et ça, c'est vraiment une clé. L'interprétation. C'est-à-dire, la réalité, on peut la lire d'une infinité de façons différentes. D'accord? Je peux rentrer chez moi et mon compagnon est là, il est à son ordi, je rentre, il se tourne pas à me dire coucou ma chérie, bien revenue. Ok? Je dis rien, continue à l'ordi. Donc, si à cet endroit j'ai un vécu de ne pas être vu, de déranger, de être sans importance, transparent, je vais interpréter cette réalité avec ce filtre, parce que c'est comme ça que fonctionne la blessure. La blessure fonctionne avec une charge émotionnelle qui existe encore à l'intérieur de moi, comme une pile, quoi. Et certains déclencheurs, ils vont faire en sorte que cette intensité, ça se réactualise et je me sens traversée par ça. Okay? Et la blessure est faite aussi par des lunettes, par un filtre d'interprétation récurrent. Comme si je voyais tout le temps la couleur verte. Partout où je vais, je vois la couleur verte. Parce que dans mon vécu, il y a l'expérience du vert, et là maintenant, le vert filtre mon regard sur le réel. Ça ne veut pas dire que le réel est vert, ça veut dire que je le vois vert. Ok. Donc, prends conscience du filtre, est hyper important. Quel est le vôtre? Et restez présent à quand ça s'active, cette filtre. Puis, apprendre à ne pas trop courir par rapport à cette question. Donc, ah oui, j'ai une blessure de rejet, oui, je me sens rejeté, point. Non. J'ai besoin de connaître le discours qui me traverse quand je suis au cœur de ce déclenchement. Ce discours sont mes croyances. Les croyances dont je ne suis pas conscient. Dans mon monde, nos croyances sont à l'origine de notre expérience du réel. Donc, si je m'attends de rencontrer le jeune, pour rester sous les couleurs, la couleur, à l'extérieur, alors que mon filtre est vert, je vais attendre les prochaines 100 vies. J'ai besoin d'élargir ma perception du réel. Ça ne veut pas dire que je saute de mes croyances vertes à les croyances jaunes. Ça commence par, je deviens consciente, que j'ai un filtre. Je commence à connaître mon filtre. Je prends le temps de connaître cette filtre. Qu'est-ce que je me dis quand je me sens comme je me sens? Au cœur de ma sensibilité, c'est sans mes croyances, c'est mon filtre. Et plus je me réveille à que je suis collée au filtre quand ça arrive,
plus cet filtre devient souple et transparent. Et je commence à voir qu'il y a aussi des petits points roses, des petits points bleus et tout ce que je cherche en fait à élargir ma vision du réel. Après, il y a des pratiques pour cela. OK? Parce que la partie adulte en nous, qu'on se relie à cette petit, peut l'accompagner en fait à élargir la vision. Parce que l'adulte en moi a une sagesse et une compréhension du réel et une vision beaucoup plus large de ma blessure. Mais quand la blessure s'active, la tendance, quand je n'ai pas appris à me relationner consciemment à cette partie, est que je m'identifie et je vois vert. Et c'est tout ce que je vois. OK? Alors, pour cette relation, qui est le socle des relations conscientes, on a besoin d'apprendre à expérimenter cette relation jusqu'à ce que ça se fluidifie et ça devient une nouvelle façon d'être intérieure, mais on ne se rend même pas plus compte, devient une autre expérience du réel. Les relations conscientes ont besoin de cette socle. On ne peut pas aller à l'étape d'après s'il n'y a pas de relation entre soi et soi, de relation consciente, aimante, validante, réparatrice, alchimisante entre soi et soi. C'est juste pas possible. Okay. Par la suite, les relations, amener tout ça dans la relation, pour résumer, pour moi, ça demande des steps, 4, on va dire, règles, piliers de base. La relation consciente implique de permettre tout ce que me traverse, tout ce que te traverse et l'expérience telle qu'elle est. Permettre est le premier pilier des relations conscientes. Deuxième pilier, devenir conscient de nos suppositions, de nos interprétations. Et ça, comme on l'a dit, a besoin d'être préparé dans l'intimité. Parce qu'après, on peut commencer à voir comment ça se joue au sein de la relation et à faire la distinction, la différence entre mes interprétations, mes suppositions et la réalité qui est beaucoup plus vaste et variée de mes interprétations. Troisième pilier, en anglais, c'est own. Je pense qu'en français, la chose qui lui se rapproche le plus, c'est s'approprier de notre expérience. Ça veut dire reconnaître que mon expérience de ce qui se passe dans la relation, c'est mon expérience. Qu'il n'y a pas une réalité. Il y a mon expérience, ton expérience, et c'est OK qu'elles sont différentes. Et la mienne est valide et la tienne est valide. Et là, on s'ouvre à l'altérité. Il n'y a pas de relation sans altérité. Si je crois qu'il y a quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison, et qu'il y a une réalité objective, et quelqu'un qui ment un sujet et quelqu'un qui voit le vrai, je ne suis pas encore dans les fondements nécessaires. Je passe à côté de réalité qui existe plusieurs points de vue pour la même réalité partagée. Le dernier pilier est exprimer, se révéler, donc se mettre à nous, exprimer, communiquer dans cet endroit de responsabilité qui a tout ce dont on a discuté auparavant. Exprimer, communiquer, me faire voir, accepter d'être vu et accepter de voir un autre, ce qui implique que je dois savoir honorer son expérience autant que la mienne. OK? Alors, voilà, ça c'est la partie transmission. Donc là, je vais vous parler 10 minutes encore de les propositions pour l'approfondissement de tout ça ensemble. Ce sont deux axes différents. Donc, le premier duquel je vais parler regarde la relation entre soi et soi, duquel
j'ai parlé auparavant. Donc, l'enfant intérieur, l'adulte, le lien qui répare, comment l'intégrer, comment le vivre en fait, de façon expérientielle. Ça, c'est le parcours de la blessure à l'éclosion. Le deuxième parcours est relation consciente, donc pour amener tout ça dans les liens et apprendre donc à fluidifier tout ça et à communiquer d'une façon qui soit évoluée l'une à côté de l'autre. Et ça, c'est le deuxième parcours. Donc, je commence par dès la blessure à l'éclosion, premier pilier. Je le propose en deux formes. Je le propose en ligne et je le propose en présentiel. Donc, en ligne, ça va être un voyage de 3 mois qui commence le 16 octobre et ça va se terminer en fin janvier. Pendant ce temps ensemble, on va vivre beaucoup de processus, voyages, protocoles chamaniques et pratiques pour identifier votre stratégie, on en a parlé au début, le fonctionnement de votre blessure, comment elle agit, quelles sont les émotions et comment on va les faire circuler, quelles sont les croyances et comment on va apporter un basculement à cet endroit. Comment apprendre à valider le petit en nous, donc se désidentifier, comment on apprend à élargir son interprétation de sa valeur, de ce qui est possible pour lui, pour nous du coup aujourd'hui, son identité et qu'est-ce que sont les relations. Cette premier parcours est 3 mercredis par mois, 2 heures. Donc, ce sont 3 mois, 3 mercredis par mois, 2 heures ensemble, en petit groupe. C'est un accompagnement en semi-individuel. Je tiens à ça parce qu'on a besoin de toucher à la spécificité du parcours de chacun de vous. Et vous aurez un espace en ligne avec beaucoup de matériel qui restera à vous. Donc après, vous pourrez refaire les voyages à chaque fois que c'est sensible, répéter la pratique jusqu'à que tout ça, ça devient, je tournais à dire, un deuxième réflexe et qu'on l'applique facilement quand le réel nous sollicite dans cette partie plus sensible à l'intérieur. Clairement, dès la blessure à l'éclosion, il est possible aussi de le vivre en individuel. Donc, petit groupe, individuel, présentiel. Présentiel, ça sera une journée par mois. On commence en mi-novembre à peu près et ça va être jusqu'à février. Vous recevrez les détails de ça avec le replay demain. Dès la blessure à l'éclosion, existe aussi une formation pour accompagnant. Parce que je remarque que en tant que thérapeute, accompagnant, praticien, parfois on collecte une série d'outils, mais on a du mal à configurer un parcours en fait d'accompagnement. Un parcours fait d'étapes incontournables et progressifs et intégratifs, donc qui intègrent les différents outils et les différentes dimensions de l'être humain, parce que nous sommes un corps, et de ça, on a besoin de s'occuper, apprendre à réguler, par exemple. Le système nerveux est fondamental. On a un émotionnel, apprendre à traverser et à transmuter des charges émotionnelles est fondamental. On a un psyché, on a des systèmes de croyances conscients et inconscients. On a besoin d'apprendre l'art de la transmutation, de la reformulation, de la reprogrammation de tout ça, et on a une dimension spirituelle. Et pour moi, ça est incontournable. C'est-à-dire que notre nature créatrice est là pour donner vie à l'intention d'âme qui se cache au cœur de la souffrance d'hier. C'est-à-dire à l'endroit où on a le plus manqué, exactement là, vibre le désir le plus ardent pour cette incarnation. Et l'être créateur que nous sommes est là pour en faire l'expérience. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Et c'est spécifique à chacun de nous.
cette intention d'âme, on a besoin de la identifier et en se reliant au soi, donc à notre essence véritable, à notre nature créatrice, on a besoin de la coucher dans la matière. Est déjà là cette possibilité, mais n'est ni visible, ni tangible, et ce qu'est l'expérience du paradis sur terre est rendre visible et tangible l'intention d'âme qui est juste la polarité opposée de là où nous avons le plus souffert et qui nous sommes est le créateur de l'une comme de l'autre. L'être libre de choisir une ou l'autre expérience et d'intégrer finalement les deux. Okay? Donc, la formation accompagnante adresse un parcours par étapes. Je vous transmets beaucoup de processus, beaucoup de protocoles et les étapes incontournables de l'accompagnement à la traversée de la blessure à l'expérience de l'intention d'âme. Donc, la formation accompagnante commence le 23 octobre. On va à finir au moins à fin février, qui a déjà fait des formations avec moi. C'est que si je sens juste, j'ajoute des séances. Il y aura un accompagnement qui vous est demandé et une évaluation finale. Et ça est nécessaire pour avoir le diplôme de ma part, parce que j'ai besoin de voir et que tout ça est intégré et on va prendre tout le temps qu'il nous faut pour y arriver. Deuxième axe, les relations conscientes. C'est un programme qui commence le 2 décembre. Deux versions à nouveau, en ligne les lundis, 2 heures ensemble, 3 lundis par mois. Décembre, janvier et février, 3 mois pour les relations conscientes. Et la version en présentiel est une immersion. Donc, c'est un stage. Je vais à vous envoyer les détails. Est conseillé de faire le parcours des relations conscientes après avoir fait de la blessure à l'éclosion. Ça n'est pas un prérequis pour le moment. Ça peut changer dans le temps. Un prérequis indispensable, mais fortement conseillé. Et autrement, on peut le faire dans l'autre sens et voilà. Et synergiser par la suite. Donc, le stage, les immersions, ça sera en France, en français, donc, et l'été prochain, ça sera aussi en Italie, mais toujours en français. Voilà, 2 décembre, fin février, ça, c'est les relations conscientes. Et donc là, on verra davantage vraiment les pratiques de la relation authentique, de comment naviguer la blessure au sein des relations et pas que du couple. Même, moi je crois que d'apprendre à faire ça, pas forcément quand on est en couple ou pas au sein du couple, là où il y a une intensité un peu moins brûlante, franchement facilite la tâche. Et même notre cœur n'est pas censé vivre l'intimité émotionnelle seulement avec une personne. Voilà, on est né dans des familles où souvent on ne s'est pas senti vraiment vu complètement pour qui on était, mais ça n'empêche qu'on peut recréer des liens encore plus profonds en fait, que c'est du sang plus tard, en tout cas c'est mon expérience, c'est ce que je vis. Et c'est là, c'est pas censé reposer sous les épaules d'une seule personne. On n'a pas besoin de confiner l'expérience de l'intimité, de la profondeur et de la vérité d'un lien à une seule personne. Après, moi, personnellement, je suis sexuellement monogamique, et je le dis souvent, donc je ne suis pas pour des relations ouvertes dans ce sens-là. C'est-à-dire, ça fonctionne pas pour moi, mais ça peut très bien fonctionner pour les autres. C'est juste, c'est pas moi, quoi. Mais le cœur, ça, je vois aucune raison vraiment pour le rendre exclusif. Je pense que plus on aime, mieux c'est. Et voilà. Et donc, pour moi, pour ce soir, c'est tout. Je vous remercie infiniment de votre présence ici.
Je vous remercie pour être des êtres avec des thèmes comme celui-ci en cours, parce que ça enrichit l'expérience de l'amour sur la planète. Et certainement ma vie. C'est-à-dire, je suis chanceuse à pouvoir faire ce que je fais, et sans vous, je ne le ferais pas. Donc, elles sont des êtres, des autres à cheminer ça. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Vous pouvez m'écrire. On peut prendre un rendez-vous pour des questions offertes d'une quinzaine de minutes, pour des questions supplémentaires par rapport au parcours, pour être vraiment sûr qu'il vous convient. Vous pouvez m'écrire un mail pour cela. Et d'une façon ou de l'autre, je vous dis à bientôt et magnifique continuation. À vous. Merci.